Bonjour à tous, ou plutôt rebonjour si vous venez de regarder la vidéo précédente. On va attaquer aujourd'hui le grand 2 du chapitre. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo ou qui n'étaient pas là pendant le cours, allez d'abord voir la première vidéo qui traite de la partie 1. Je la mettrai aussi en description, de toute façon je vous l'ai envoyé par mail aussi. Et maintenant on attaque le grand 2. Les sondages permettent-ils d'appréhender l'opinion publique? Et on commence tout de suite par notre grand A. Comment mesurer correctement l'opinion publique? Et on va commencer ici par une sous-partie, un petit 1, les origines des sondages, où on va voir justement comment sont nés les sondages, c'est une pratique qu'aujourd'hui à laquelle on est très habitué, mais voilà, ça n'a pas toujours été le cas. Donc document 4, commençons la lecture du document 4 et on répond aux questions après. Document 4, la naissance des sondages d'opinion. Il y a quelques années, certains journaux américains avaient essayé de percer le brouillard de l'opinion. À coût de centaines de milliers de dollars, ils faisaient imprimer des millions de bulletins portant sur des questions précises, et ils les expédiaient par la poste, avec un timbre pour la réponse, en se servant de divers moyens pour établir la liste d'adresses. Un homme habile, M. Gallup, eut l'idée de modifier le système et réussit, grâce à un travail de mise au point qui donne le vertige, à faire de cette curieuse activité une science nouvelle qui procure maintenant des résultats d'une exactitude mathématique, avec un pourcentage d'erreur prévu à l'avance. On commence à savoir que dans la Caroline du Nord, par exemple, il y a tant d'ouvriers, tant de citoyens avec une telle fortune, tant de chômeurs, tant d'hommes, tant de femmes, tant de représentants de chaque métier. En se basant sur ces indications, des enquêteurs qui travaillent à la journée et qui ne sont pas plus de 600 pour tous les États-Unis sont chargés de poser verbalement les questions à domicile, dans la rue ou dans des lieux publics à des gens choisis en proportion de leur nombre dans le pays ou dans la ville. Cette manière de procéder a amené ces innovateurs à une découverte extraordinaire, c'est qu'il suffisait de respecter les proportions dans ce qui compose la population pour approcher la vérité de très près en questionnant très peu de gens. Alors, première question, on vous demande de décrire quelle est la méthode utilisée par M. Gallup dans les années 1930 pour mesurer l'opinion. Ce qu'on vous dit, c'est qu'auparavant, les journaux envoyaient des questions avec un bulletin de réponse, mais M. Gallup, lui, justement, il a révolutionné la méthode en ayant une méthode complètement différente de celle qu'utilisaient les journaux avant. Et quelle est sa méthode? Tout simplement, il engage des enquêteurs qui vont aller poser des questions à des personnes, chez eux ou dans l'espace public. Et ils ne vont pas poser des questions au hasard, ils vont poser des questions à des personnes qui ont été choisies en fonction de leurs caractéristiques socio-démographiques. C'est vraiment ça qu'il faut retenir, de façon à respecter les proportions de la population étudiée. L'idée, c'est qu'on ne va pas poser les questions au hasard, mais on va poser les questions à des personnes en fonction de variables lourdes sur leur identité. Par exemple, est-ce que ce sont des femmes ou des hommes? Est-ce que ce sont des ouvriers ou des cadres? Est-ce qu'ils habitent en ville ou est-ce qu'ils habitent à la campagne? L'idée étant que si dans la population il y a 13% d'ouvriers, il faut que dans l'échantillon des personnes que je vais interroger, il faut qu'il y ait 13% d'ouvriers aussi. S'il y a 50, on va prendre les proportions de la France, 52% de femmes et 48% d'hommes, si par exemple j'interroge 70% d'hommes et 30% de femmes, ça va pas. C'est-à-dire que les avis que je vais récolter, ils vont pas avoir de pertinence scientifique, ils vont pas être représentatifs. Il faut au contraire que j'interroge 52% de femmes et 48% d'hommes pour que mon échantillon soit représentatif, c'est-à-dire pour pouvoir récolter des résultats qui ont un sens scientifique, qui représentent la population. C'est ça que va mettre en place M. Gallup. Encore une fois, comme toujours, la trace, là je réponds aux questions comme ça. Ce qui est important, c'est que vous compreniez ce que je vous raconte. Pour ce qui est du détail de la trace écrite, je vous affiche ici uniquement les définitions, c'est-à-dire les choses les plus importantes, à savoir vraiment définir. Mais pour ce qui est des réponses aux questions au plus long cours, la trace écrite du cours, le détail de ce qu'il faut avoir pris en note dans le cahier, et sur le cahier de texte dans le NT ou sur le site internet dans lequel je mets les traces écrites de tous les cours. Je vais d'ailleurs le mettre à jour pour intégrer les cours du début d'année assez rapidement pendant les vacances. Donc,
La chose qu'il faut absolument retenir, en fait, c'est la définition d'un sondage d'opinion, parce qu'en fait, c'est ça que M. Gallup a inventé, c'est le sondage d'opinion moderne. Donc, un sondage d'opinion, c'est un instrument de mesure de l'opinion publique qui repose sur l'administration d'un questionnaire à un échantillon représentatif de la population. Justement, on va étudier un peu plus ce que ça veut dire, cette notion d'échantillon représentatif. En répondant à la question 2, on vous demande de comparer quel avantage représente cette méthode, la méthode de M. Gallup, par rapport aux méthodes précédentes. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que qu'est-ce que c'était la méthode précédente? La méthode précédente, on vous le dit dans le document, c'est un journal qui envoyait en même temps que le journal un petit questionnaire avec un bulletin de réponse et un timbre pour que les personnes qui répondent au questionnaire, ce ne soit pas elles qui payent. Et alors déjà ça coûtait cher, hein, mais le problème qu'il y a là, c'est qu'on ne choisit pas qui c'est qui répond. Les personnes qui répondent, ce sont des volontaires. Et du coup, on n'a aucun contrôle sur la population qui va être interrogée de cette façon-là. Prenons un exemple. Vous savez que les journaux ne sont pas neutres politiquement. Il y a des journaux qui sont plutôt orientés à droite et des journaux qui sont plutôt orientés à gauche. Si on fait la comparaison, un journal comme l'Humanité ou un journal comme Le Figaro, Le Figaro est plutôt orienté à droite, l'Humanité est plutôt orientée à gauche. Bon, tout le monde, on le sait, et de fait, les lecteurs, ceux qui lisent ce genre de journaux, vont pas avoir les mêmes opinions politiques. Ça paraît assez évident. De cette façon, ça vous fait bien comprendre que si, imaginons, les lecteurs du Figaro posent une question de cette façon-là à ces lecteurs et attendent que ces lecteurs envoient des bulletins de réponse pour pouvoir saisir un peu l'opinion publique, mais en fait, on ne va pas avoir des réponses qui seront représentatives de ce que pensent tous les Français. On aura une opinion qui sera représentative de ce que pensent les lecteurs du Figaro, qui, on le sait, sont plutôt orientés politiquement à droite. Donc, procéder comme ça, en fait, c'est pas une bonne façon pour pouvoir avoir un résultat fiable sur ce que pensent les gens, sur l'opinion publique, puisque on ne maîtrise pas les individus qui sont interrogés. Le fait qu'on ne puisse pas sélectionner les individus et que du coup on ait un échantillon qui ne soit pas représentatif, on appelle ça un biais de sélection. Donc c'est ça le vocabulaire qu'il faut vraiment retenir. Un biais de sélection, c'est simplement le fait qu'on a une façon de sélectionner notre échantillon qui ne permet pas que l'échantillon soit représentatif. Ça veut dire qu'en fait, dans notre échantillon, il va y avoir telle ou telle partie de la population qui va être surreprésentée. Si je fais un sondage dans le lycée, par exemple, je vais avoir un biais de sélection évident qui est que je vais avoir énormément de réponses de la part d'individus qui ont entre 15 et 18 ans, parce que c'est l'âge des lycéens, et du coup, j'aurai un biais de sélection dans mon échantillon, c'est que j'aurai un échantillon beaucoup trop jeune par rapport à la population qui est, évidemment, si je prends toute la population française, le groupe des 15-18 ans, on ne représente qu'une petite partie de la population totale. Donc un biais de sélection, c'est ce qui conduit à avoir un échantillon biaisé, et un échantillon biaisé, justement, c'est le contraire d'un échantillon représentatif, c'est-à-dire c'est un échantillon qui ne représente pas la population dans son ensemble, ou souvent qui surreprésente une partie de la population. Voilà, donc ça c'est pour le document 4. On vient de voir en fait comment sont nés les sondages, donc les sondages sont nés avec M. Gallup. Alors il faut voir que les sondages, la raison pour laquelle ils ont eu autant de succès, c'est parce qu'ils étaient très efficaces. M. Gallup, par exemple, a réussi à prévoir l'élection de Roosevelt aux États-Unis. Et de la même façon, les sondages ont été importés du coup à d'autres pays, et notamment en France, dans les années 60. Et en 1965, les sondages ont réussi à prévoir l'élection du général de Gaulle. C'est dire à quel point justement ils étaient fiables, et c'est la raison pour laquelle ils se sont imposés et qu'on a, on a commencé à les utiliser de plus en plus. Cela dit, comme on vient de le dire, pour qu'un sondage soit fiable, c'est-à-dire que pour que les résultats d'un sondage représentent bien l'opinion publique, il faut que l'échantillon soit représentatif, et donc il faut qu'il soit bien construit. Donc ça va être l'objet de notre petit 2, comment construire un bon sondage. Et pour ça, on va étudier le document 5. Donc document 5 qui est composé à la fois d'un texte et d'une partie image. Donc je commence à lire le texte et ensuite on regarde un peu les images et on répond aux questions. Document 5, sondage et échantillonnage. Le sondage est l'unique moyen dont on dispose pour produire une mesure quantitative des phénomènes sociaux, caractéristiques d'une population, de ses pratiques, de ses croyances, de ses orientations ou de ses opinions. Il se fonde sur un principe d'échantillonnage.
Il s'agit en effet d'obtenir des connaissances sur cette population à partir de l'étude d'une petite partie de celle-ci dûment sélectionnée, de manière à en constituer un échantillon représentatif. Ce que l'on observe alors sur cet échantillon doit pouvoir être généralisé à l'ensemble de la population concernée, et on peut distinguer deux grandes méthodes d'échantillonnage. L'échantillonnage aléatoire, qui procède d'une sélection des membres de l'échantillon par tirage au sort, permettant de calculer une marge d'erreur statistique. Elle est la plus fiable scientifiquement, et ce d'autant plus que la taille de l'échantillon est importante. Mais pour cette dernière raison, elle est aussi la plus lourde à mettre en œuvre. La seconde méthode est appelée méthode par quota. L'échantillon est sélectionné en fonction de sa représentativité. Il doit, dans cette mesure, refléter le plus fidèlement possible les caractéristiques considérées comme fondamentales de la population étudiée en termes d'âge, de sexe, de catégorie socio-professionnelle ou de lieu d'habitation, on pourrait rajouter. La liste peut être allongée en fonction de l'enquête réalisée. La méthode des quotas se fonde sur des échantillons plus restreints. Elle est donc moins coûteuse, ce qui explique qu'elle soit utilisée par les instituts de sondage. Mais elle est également moins rigoureuse scientifiquement car elle ne permet pas de calculer des marges d'erreur. Voilà, donc ça c'est pour le texte. L'image, vous l'affiche en couleur, vous l'avez évidemment toujours sur votre dossier documentaire, où on voit le profil des personnes interrogées en fonction du sexe, de la taille de l'unité urbaine, de la région, de la profession et de l'âge. Et on vous demande, et on a une petite note qui vous dit que la représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas, après stratification par région et par catégorie d'agglomération. Première question, on vous demande de lire ce que signifie la donnée entourée. Donc on voit la donnée entourée, c'est le 11,3% pour l'information âge chez les 18-24 ans. En fait, ce que ça nous dit, c'est que sur les 1004 personnes qui ont été interrogées, donc sur cet échantillon, il y a 11,3% des personnes interrogées qui ont entre 18 et 24 ans. Ce que ça veut dire, vu que là, on a une population représentative de la population française âgée de plus de 18 ans, ça veut dire que dans la population française âgée de plus de 18 ans, il y a 11,3% des gens qui ont entre 18 et 24 ans. Donc voilà, ce qu'il faut vraiment noter, c'est sur 100 personnes interrogées, il y en a 11,3 qui ont entre 18 et 24 ans. Deuxième question, on vous demande combien de personnes ont été interrogées pour constituer ces échantillons. Bon, ça, c'est écrit directement. C'est un échantillon de 1004 personnes. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ce chiffre, il n'est pas au hasard. Pour qu'un échantillon soit considéré comme significatif, c'est-à-dire que pour que les résultats qu'on va avoir en interrogeant cet échantillon veulent dire quelque chose, il faut interroger suffisamment de gens. Et en général, on considère qu'il faut interroger au moins 1001 personnes. Alors là, c'est 1004, ça va être souvent au moins 1001, ça peut être 1004, 1010, etc. Alors, on pourrait interroger 2000, 3000, 4000, 5000 personnes, ça y a pas de, évidemment, on pourrait. Et le fait est que les instituts de sondage, ça coûte cher d'interroger les gens, parce qu'il faut les appeler, il faut, voilà. Donc du coup, on essaye d'interroger le minimum de gens, justement, pour que ce soit le plus simple possible de faire le sondage. Et ce chiffre minimum, c'est plutôt 1001 personnes. Donc là, on voit qu'on en a 1004 d'interrogés, ça tombe à peu près ça veut dire que le sondage, il va pouvoir donner des résultats qui sont intéressants, qui sont exploitables. On comprend bien que si, imaginons que j'essaie de savoir pour qui les Français vont voter aux élections de 2022, vous vous rendez bien compte que si j'interroge 10 personnes, ça ne sera pas représentatif. Imaginons que, manque de chance, sur les 10 personnes que je tombe, ils me disent tous qui vont voter par exemple pour Marine Le Pen. Si je dis, voilà, 100% des personnes interrogées comptent voter pour Marine Le Pen, on comprend bien que, en fait, oui, si j'interroge que 10 personnes, il y a des chances pour que malchance, effet du hasard, je tombe sur 10 personnes qui ont exactement le même avis. Plus je vais interroger de gens, plus le risque de tomber par hasard sur des gens qui ont exactement le même avis va être diminué. Donc si j'interroge 100 personnes, je vais par exemple avoir que 30% des gens qui votent pour Marine Le Pen. Si j'interroge 1000 personnes, voilà, je vais avoir un échantillon plus représentatif de la population. Alors je ne sais pas quels sont les chiffres pour la prochaine élection, je ne pense pas que d'ailleurs un an avant l'élection ce soit encore très pertinent de faire ce genre de sondage-là, même s'il doit sûrement exister. Mais voilà, plus on augmente la taille de l'échantillon, moins on va avoir le risque d'interroger par hasard des gens qui pensent tous pareil,
et du coup, on va pouvoir avoir un échantillon qui est représentatif de la population et dont les résultats sont significatifs. Troisième question, pourquoi les sondeurs doivent-ils réaliser un échantillon et qu'appelle-t-on un échantillon représentatif? Alors pourquoi les sondeurs doivent-ils réaliser des échantillons? On voit bien que la question se pose parce que si on voulait vraiment savoir qu'est-ce que pensent les Français de telle ou telle question, le mieux, pour être absolument sûr d'avoir le vrai chiffre de ce que pensent les Français, ce serait d'interroger tous les Français, c'est-à-dire interroger les 66 millions de Français. Là, au moins, on est sûr, on connaît l'opinion publique exacte. Sauf que vous imaginez bien que c'est pas possible, ou alors ça coûte extrêmement cher d'interroger 66 millions de Français. Donc, la raison pour laquelle les sondeurs font des échantillons, c'est parce que ça coûte trop cher d'interroger toute la population. Il n'y a qu'une seule enquête qui a été faite en interrogeant toute la population, c'est le recensement de la population. Et encore, même celle-là, depuis quelques années, maintenant, on l'a fait aussi en n'interrogeant pas toute la population, mais seulement en échantillon, par des techniques de redressement statistique. Mais pour vous dire, voilà, en fait, c'est obligé qu'on passe par des échantillons parce qu'on ne peut pas simplement interroger tout le monde. Ce qui se passe, en fait, ce qui ressemble le plus à quelque chose où on interroge tout le monde, ce serait le vote. Le jour du vote, effectivement, tous ceux qui ont l'âge d'aller voter et veulent aller voter vont voter. On va organiser une élection, c'est pas quelque chose qui se fait en 5 minutes. Donc du coup, comme on ne peut pas interroger toute la population, on n'interroge qu'une petite partie de la population, un échantillon justement, et un échantillon représentatif, c'est justement un échantillon où on va essayer de faire en sorte que la population qu'on va interroger, le petit nombre de personnes qu'on va interroger, puisse donner des résultats qui soient le plus proches de ce qu'aurait dit la population en général, c'est-à-dire soit généralisable à la population entière. Et pour que l'avis de cet échantillon soit effectivement généralisable à la population entière, il faut que ce soit un échantillon représentatif. Et donc la définition d'un échantillon représentatif, c'est, donc le truc vraiment à retenir, la partie d'une population dont les caractéristiques, âge, CSP, pour rappel, CSP, catégorie socio-professionnelle, sexe, lieu d'habitation, sont similaires à celles de la population totale. Par exemple, s'il y a 13% d'ouvriers dans la population totale, il faut qu'il y ait 13% d'ouvriers dans mon échantillon. Question 4, analyser. On vous demande quelles sont les 2 méthodes possibles pour réaliser un échantillon représentatif. Alors ça, on vous le dit dans le texte. En fait, il y a 2 façons d'avoir un échantillon qui permettent de donner les vrais résultats, enfin qu'on peut généraliser à toute la population. C'est la méthode des quotas et la méthode aléatoire. Alors je vais détailler un petit peu, et ça fait partie des choses à connaître. On va commencer par la méthode aléatoire, c'est la méthode qui repose en fait sur un calcul de probabilité et qui consiste à tirer au sort les enquêtés à partir d'une liste. Il faut que la liste soit exhaustive et il faut qu'il y ait beaucoup de tirages pour avoir le résultat. Donc l'idée c'est que je fais une liste et il faut que sur la liste il y ait la totalité des Français. Donc par exemple je prends la liste du recensement et quand j'ai la liste de la totalité des Français, je tire au sort. Je tire au sort parmi cette liste et j'interroge les Français que je tire au sort. Encore une fois, vous imaginez bien que si je tire au sort une seule personne, son avis ne sera pas représentatif. Si je tire au sort 10 personnes, ça ne va pas marcher non plus. Si je tire au sort 100 ou 1000 personnes, là encore, imaginons que je tire que 1000 personnes, on peut avoir le risque que, sans faire exprès, sur les 1000 personnes, j'en ai tiré au sort 300 qui habitaient à Paris. Parce que, si je tire au sort, c'est complètement au sort. Donc ça peut être le hasard. Il peut arriver que, par hasard, j'interroge beaucoup plus de personnes qui habitent à Paris que de personnes qui habitent à la campagne, ou beaucoup plus d'hommes que de femmes. Enfin, voilà. Et donc, du coup, pour être sûr que mon échantillon va quand même être significatif, il va falloir que je tire beaucoup de personnes au sort. Disons que si je tire 5000, 6000, 10 000 personnes au sort, là, je peux être sûr qu'au bout d'un moment, je vais tomber sur un échantillon qui est à peu près représentatif. C'est-à-dire, c'est un peu la même chose que, imaginez que si vous lancez le dé. Si vous lancez un dé, imaginons que vous le lancez que 3 fois, c'est possible que vous fassiez 6 3 fois. Ou que vous fassiez 3 ou 5 3 fois. Si vous le lancez que 10 fois, c'est possible que vous fassiez 4 fois 6, 2 fois 2 et 2 fois 1. D'accord ? Mais si vous le lancez 10 000 fois, là, vous l'aurez lancé tellement de fois qu'en fait, en moyenne, vous aurez fait à peu près autant de fois chacun des nombres. Vous aurez fait à peu près
il y aura un sixième de résultats qui seront un 1, un sixième de résultats qui seront un 2, un sixième de résultats qui seront un 3, etc., etc. Parce que quand on fait suffisamment de lancers, eh ben, ces effets qu'on peut avoir sur de tout petits échantillons, ils disparaissent et en fait on va avoir le résultat moyen. Mais là c'est à peu près pareil pour la population. Si je tire au sort 10 000 personnes, bah, je vais après, sur 10 000 personnes qui ont un grand échantillon, je vais avoir à peu près 50% d'hommes, 50% de femmes. Je vais à peu près avoir autant de personnes, autant de pourcentage d'ouvriers qu'il y en a dans la vraie population, autant de pourcentage de citadins qu'il y en a dans la vraie population, etc., etc. La deuxième méthode, c'est la méthode des quotas. C'est une technique qui consiste à reproduire en miniature la structure sociodémographique de la population étudiée. L'idée, c'est que je ne vais pas tirer beaucoup de gens au sort en me disant... en tirant vraiment parfaitement au hasard, je vais retomber sur la structure sociodémographique de la population, mais je vais dire, je vais tirer un moins grand nombre de personnes au sort, mais je vais faire en sorte que ces personnes respectent bien la population étudiée. Donc, j'ai 13% d'ouvriers dans la population, il faut que dans mon échantillon, il y ait 13% d'ouvriers. Donc, si j'interroge par exemple 100 personnes, je vais prendre 13 ouvriers. Il me faut... il y a 52% de femmes dans la population, et bien je vais choisir d'interroger 52% d'ouvriers. Donc là, il faut bien voir que dans la méthode des quotas, on ne tire pas au sort. On choisit qui est-ce qu'on interroge. Alors, imaginons que je veux interroger une femme ouvrière de moins de 50 ans. Bon, une fois que j'ai ces critères-là, parmi les femmes ouvrières de moins de 50 ans, je vais effectivement tirer au sort. Mais vous voyez que ce n'est pas du tirage au sort si je décide d'interroger une femme ouvrière de moins de 50 ans. Voilà. Donc la méthode des quotas, c'est la méthode qui fait qu'on choisit qui on interroge en fonction de ces critères sociodémographiques. Ça, pour le coup, vous verrez dans le documentaire que vous avez regardé pour le devoir maison, où on voit un institut de sondage, justement, qui est en train de faire un échantillon représentatif pour interroger les gens, et on voit effectivement, on les voit en train de faire, ah ben voilà, regardez, là, pour tel échantillon, j'ai suffisamment d'hommes et tout, mais il me manque des jeunes ouvriers, donc appelez plus de jeunes ouvriers. On voit qu'effectivement, c'est comme ça que font les instituts de sondage, et c'est la méthode la plus utilisée parce que, justement, elle est moins coûteuse. Alors, question 5, quelle est la méthode qui a été utilisée ici ? En fait, c'est assez facile à répondre. La méthode qui a été utilisée ici, c'est la méthode des quotas. Parce que justement, on a regardé les caractéristiques sociodémographiques principales de la population. Âge, sexe, région, profession, taille de la ville, etc. Et on a choisi l'échantillon en fonction de ces caractéristiques-là. En fait, on a regardé les chiffres de l'INSEE. Dans la population, il y a quelle proportion de tel truc, tel truc, tel truc. Et on allait les interroger en proportion. Le document qu'on a sous les yeux, c'était bien un échantillon par quota. Ce n'était pas un échantillon aléatoire. Question 6, quels sont les avantages et les inconvénients de ce type d'échantillon ? L'avantage, en fait, il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. L'avantage de la méthode aléatoire, c'est qu'elle est plus précise, elle est plus vraie. On a des échantillons qui sont plus efficaces, c'est-à-dire on se rapproche plus de la vraie valeur de la population totale. Le problème, c'est que comme il faut interroger beaucoup de gens, ça coûte très cher. Donc, on ne peut pas trop le faire. A l'inverse, la méthode des quotas, elle est un peu moins précise, mais on peut commencer à avoir des résultats assez intéressants et assez significatifs en interrogeant seulement 1000 individus. Et 1000 individus, c'est pas énorme, en fait, quand on regarde les chiffres de l'INSEE. Alors, faites attention parce que, et ça, vous le verrez aussi dans le dossier documentaire, mais en fait, pour réussir à avoir 1000... à interroger 1000 individus, en fait, il faut en interroger beaucoup plus que 1000. C'est-à-dire qu'en fait, le plus souvent, ils vont appeler en moyenne 80 000 personnes à peu près. Et pour à la fin réussir à en avoir 1000 qui vont interroger complètement, parce qu'il y a plein de gens qui décrochent pas, plein de gens qui s'arrêtent en plein milieu, etc. Et donc en fait, déjà pour réussir à avoir un échantillon de 1000 personnes qui sont représentatifs et avoir des gens qui ont interrogé jusqu'au bout, déjà ils doivent faire beaucoup plus d'appels, de l'ordre de... Il me semble que c'est 80 000, je pourrais vous le redire exactement. Et donc du coup, c'est déjà pas si facile que ça d'avoir un échantillon de 1000 personnes. Donc c'est un gros avantage pour les instituts de sondage de pouvoir avoir une méthode, la méthode des quotas, qui est déjà significative à partir de 1000 personnes et de ne pas devoir faire des échantillons beaucoup plus grands. Voilà, nous avons terminé pour le grand A. Donc je traiterai le début du grand B dans une autre vidéo. Pour l'instant, faites bien attention d'avoir le cours bien à jour en allant voir sur le cahier de texte sur le NT ou sur le site internet, encore une fois, où la trace écrite est bien mise à jour. N'hésitez pas à m'envoyer des questions s'il y a des choses qui sont mal comprises, que ce soit en commentaire de la vidéo ou par mail directement sur le NT.
Et on se retrouve donc assez rapidement pour la suite. Vous avez le DM à faire, n'oubliez pas, c'est à m'envoyer sur le NT avant le 18 février. Et à bientôt.